Evelyn Pry entra dans cette salle de conseil avec 6 mois de grossesse et une lettre de démission déjà posée sur la table devant elle. Non parce qu'elle avait échoué, non parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce que l'homme assis en bout de table, l'homme qu'il avait autrefois appelé sa partenaire, avait passé des mois et dépensé des millions pour s'assurer qu'elle ne tiendrait plus jamais les rênes de l'entreprise qu'elle avait construite de ses propres mains. Elle signa parce qu'à cet instant elle se croyait complètement seule. Mais dans le couloir du 14e étage de la tour Nexom SA cet après-midi-là, un homme attendait pour récupérer sa fille, un homme qui ignorait qu'il était sur le point de tout changer. 9 ans avant ce matin-là, Evelyn Pry n'avait rien d'autre qu'un plan d'affaires manuscrit et une obstination que personne qui la connaissait ne pouvait vraiment expliquer. Elle avait 25 ans. Son compte bancaire était à découvert. Son appartement n'avait pas de table à manger. Alors elle travaillait sur le plan de travail de la cuisine avec un ordinateur portable qui mettait 4 minutes à démarrer. Elle ne venait pas d'une famille riche. Elle n'avait pas de relation. Elle venait de cette ambition tranquille et acharnée qui ne s'annonce pas. Elle refuse simplement de s'arrêter. Le plan qu'elle avait écrit était pour une plateforme technologique de santé qu'elle appela Nexom SA. L'idée était précise et concrète. Une infrastructure de données centralisée permettant au réseau d'hôpitaux de taille moyenne de partager les informations des patients entre services en temps réel, réduisant les examens doubles, les erreurs de diagnostic et ce genre de confusion administrative qui coûte à la fois de l'argent et des vies. Ce n'était pas un concept tapac sans grave l'œil. C'était une idée profondément utile. Jason Mercier la découvrit par un contact commun lors d'un événement de pitch universitaire. Il avait 51 ans, cheveux argentés, le genre d'homme qui portait sa richesse comme un manteau bien taillé, au présent mais jamais ostentatoire. Il lut le plan d'affaires pendant la nuit. Il l'appela le lendemain matin. Il lui dit qu'il investissait dans les personnes, pas dans les idées. Il voyait en elle quelque chose que la plupart des investisseurs ne cherchaient jamais, la discipline de construire lentement et le courage de penser grand en même temps. Il apporta le premier tour de table. Ils fondèrent l'entreprise ensemble. Il détenait 31% des parts. Elle détenait 31%. Les 38% restants furent répartis entre un petit groupe d'investisseurs institutionnels et membres du conseil qui rejoignirent au cours des 3 années suivantes. Pendant 6 de ces 9 années, l'arrangement fonctionna. Nexom SA passa d'une équipe de 7 personnes dans un espace de coworking partagé à une tour dans le quartier financier avec 800 employés, des contrats avec 14 réseaux hospitaliers à travers le pays et une valorisation qui avait dépassé les 340 millions d'euros lorsqu'Evelyn eut 33 ans. Elle fut profilée par 3 publications économiques nationales. Elle siégea à 2 panels sectoriels. Elle refusa une invitation à parler lors d'une conférence qu'elle jugeait inférieure au niveau de l'entreprise. Et cette seule décision généra plus de couverture que la plupart des entreprises n'en obtiennent avec une campagne de presse complète. Et pendant tout ce temps, elle portait une petite boîte de biscuits au gingembre dans son sac à main. Non parce qu'elle les aimait. Elle n'avait jamais particulièrement aimé les biscuits au gingembre. Mais elle était enceinte de 6 mois et son estomac se retournait chaque matin à 9 heures précises. Et elle avait appris que 3 biscuits mangés discrètement sous la table de conférence empêchaient ce genre d'inconfort physique qu'elle ne pouvait pas se permettre d'afficher dans une salle pleine d'hommes déjà à la recherche de raisons pour questionner sa concentration. Personne au conseil ne savait qu'elle était enceinte. Elle attendait le bon moment pour le leur dire. Elle comprenait que dans le monde qu'elle habitait, une grossesse n'était pas simplement une nouvelle, dans la mauvaise salle, au mauvais moment. C'était un levier pour les autres. Une façon pour eux d'écrire une histoire sur elle qu'elle n'avait pas écrite elle-même. Elle avait passé 9 ans à s'assurer que personne d'autre n'écrive son histoire. Elle était déjà trop tard. Son assistante, Gisèle Marsh, avait 31 ans et travaillait avec Evelyn depuis 4 ans. Elle était le genre de personne qui remarquait les choses sans qu'on lui demande de les remarquer. Cette intelligence discrète que les personnes puissantes prennent soit complètement pour acquise, soit reconnaissent comme irremplaçable. Evelyn l'avait reconnue dès les 3 premiers mois. Un mardi matin d'octobre, Gisèle posa une seule feuille de papier sur le bureau d'Evelyn. Elle ne l'expliqua pas. Elle la posa simplement, tapa une fois du bout de 2 doigts sur le coin supérieur droit et retourna à son poste. Le papier était un email imprimé. Il avait été transféré par erreur, envoyé à une adresse qui différait du destinataire prévu par une seule lettre inversée, et de la router automatiquement vers une boîte de réception administrative partagée que Gisèle surveillait. Il contenait une invitation à une réunion. Les participants listés étaient Jason Mercier, Adrien Cole et 3 des 5 membres restants du conseil. Le lieu était la suite de conférences privées au 20e étage. L'heure était 6h30 le jeudi suivant. Le champ, ordre du jour,
contenait une seule ligne, astérisque examen de continuité de direction à discussion préliminaire astérisque. Le nom d'Evelyne ne figurait pas sur l'invitation. Elle lut l'email une fois, plia le papier, le plaça dans la poche intérieure de son blazer et retourna à la présentation qu'elle examinait. Elle mangea un biscuit au gingembre. Elle but une gorgée de café qui avait refroidi 20 minutes plus tôt. Elle avait toujours su quelle odeur avait la trahison. Elle l'avait rencontré pour la première fois à 22 ans dans un contexte professionnel dont elle parlait rarement. Elle sentait le café froid, comme quelque chose de complètement ordinaire qu'on ne remarque que lorsqu'il est déjà trop tard pour changer la température. Le jeudi arriva. Evelyne arriva au bâtiment à 6h15. Le niveau parking souterrain était presque vide, mais l'ascenseur privé, celui qui desservait les suites exécutives des étages 19 à 22, montrait un journal d'accès récent sur le panneau de sécurité. 2 passages, 608 et 612. Jazelle était déjà dans le hall, son manteau encore sur elle. Elle ne dit rien en voyant le visage d'Evelyne. Elle dit seulement, « La voiture de Cole est au niveau 2. Merci à utiliser le voiturier. » Evelyne prit l'ascenseur jusqu'au 20e étage. Quand elle ouvrit la porte de la suite de conférences privées, les 5 personnes à l'intérieur se tournèrent vers elle. Personne ne se leva. Jason Mercier était assis en bout de table et offrit le genre de sourire que les gens ne produisent que lorsque le résultat est déjà décidé et que la performance n'est que courtoisie. C'était un petit sourire, presque doux. Sur la table devant chaque place se trouvait une copie d'un document relié en bleu foncé, 47 pages. La couverture portait en majuscule, astérisque examen de performance exécutive, période de transition astérisque. Adrien Cole, le directeur financier de 44 ans avec cette marque particulière de compétence qui le rendait excellent pour exécuter les visions des autres et cette vanité particulière qui le rendait loyal envers la vision la plus avantageuse, fit glisser une copie vers Evelyne sans un mot. Elle s'assit. Elle l'ouvrit. Le document était minutieux. Le genre de minutie qui prend des mois à préparer, ce qui lui a pris quelque chose d'important sur le calendrier. Les chiffres financiers avaient été ajustés sélectivement, pas falsifiés de manière flagrante, mais orientés dans des directions précises pour créer une image cumulative de sous-performance. Des emails internes avaient été extraits hors contexte. Des comptes rendus de réunions avaient été reformulés. Chaque pièce individuelle était défendable. L'architecture dans son ensemble était une fabrication. La conclusion à la page 44 disait « Astérisque l'actuelle directrice générale connaît des circonstances de santé qui présentent un risque matériel pour le leadership opérationnel soutenu. Dans l'intérêt à long terme de l'organisation, le Conseil recommande un transfert temporaire de l'autorité exécutive en attendant une évaluation plus approfondie, astérisque. Circonstances de santé. C'était la formule qu'ils avaient choisie. Pas grossesse, pas maternité, circonstances de santé. Assez précise pour suggérer une incapacité. Assez vague pour nier l'intention. Elle ferma le rapport. Elle posa les 2 mains à plat sur la couverture. J'aurai besoin de temps pour examiner cela avec mon conseil juridique, dit-elle. Jason secoua la tête, non avec impatience. Presque avec regret, il tira une seule feuille de la chemise devant lui et la plaça sur la table entre eux. C'était une convention de rupture, une page. Le langage était clair et définitif. Evelyne, dit-il, nous y avons réfléchi avec soin. Si tu coopères, ta participation sera rachetée à la juste valeur marchande. Tu seras protégé. Tu seras à l'aise. Il marqua une pause. Si tu ne le fais pas, le processus d'examen financier prendra des mois. La presse finira par l'apprendre, et tu accoucheras sous enquête. C'était la première fois que quelqu'un dans cette salle mentionnait l'enfant. La salle était silencieuse, sauf le système de ventilation. Elle pensa au dossier de 47 pages. Elle pensa aux 3 avocats qu'elle n'avait pas encore appelés. Elle pensa à l'email transféré encore plié dans la poche intérieure du blazer qu'elle portait mardi. Ses mains n'étaient pas tout à fait immobiles, pas par peur. Le bébé avait bougé, une pression ferme et distincte contre ses côtes. Cela s'était produit précisément à ce moment, comme si le timing était intentionnel. Elle prit le stylo. Elle signa. Jazelle se tenait à l'extrémité du couloir quand Evelyne sortit. Un regard sur le visage d'Evelyne et elle comprit tout. Ses yeux s'embuèrent immédiatement. Evelyne dit, « Prends mon manteau. » Elle ne pleura pas. Ce n'était pas qu'elle était trop forte pour pleurer. C'était que les larmes ont besoin d'un endroit pour tomber. Et dans ce couloir, sous ces lumières fluorescentes, avec le bruit de 5 hommes dans la salle de réunion derrière elle qui passait déjà à l'ordre du jour suivant, cet endroit n'existait pas encore. 3 semaines passèrent.
L'appartement d'Evelyn était grand, et elle y était seule la plupart du temps. Son ordinateur professionnel avait disparu, rendu dans le cadre de l'accord. Son numéro de téléphone professionnel avait été désactivé. L'ordinateur portable de l'entreprise qu'elle utilisait à la maison lui appartenait techniquement encore, mais les identifiants d'accès avaient expiré le matin suivant sa signature. Elle contacta 3 avocats la première semaine. Les 2 premiers refusèrent avant qu'elle ait fini d'expliquer la situation. Nexom SA était cliente des 2 cabinets. Le 3e écouta tout le récit et lui dit franchement, « Ils ont préparé cela trop soigneusement. Ce que vous avez maintenant est un récit. Ce dont vous avez besoin, ce sont des preuves originales, des données qui ne sont pas passées par leurs mains. » Elle avait les biscuits au gingembre. Elle les mangeait encore, même s'il n'y avait plus de table de conférence sous laquelle s'asseoir. La presse économique couvrit son départ en une seule phrase un jeudi après-midi. Astérisque la directrice générale de Nexom SA, Evelyn Pry, a quitté ses fonctions pour des raisons personnelles de santé. Le directeur financier Adrien Cole assurera l'intérim des opérations. Astérisque l'action monta de 4%. Jason Mercier donna une brève déclaration à un service financier. Il qualifia Evelyn de fondatrice remarquable. Il dit que l'entreprise honorait son héritage. Héritage, comme si elle était morte. Elle lut le mot 3 fois sur l'écran de son téléphone. Puis elle posa le téléphone-écran contre la table de la cuisine et resta très immobile pendant environ 4 minutes, à peu près le temps qu'il fallut à la variété spécifique de rage qu'elle ressentait pour se transformer en quelque chose de froid et d'utile. Gisèle vint un dimanche après-midi sans prévenir avec un sac en papier de pain et de soupe et une petite clé USB qu'elle avait portée dans la poche de son manteau pendant 6 jours. Elle copiait des choses discrètement depuis 3 mois avant la réunion du conseil. Pas de manière dramatique, pas avec un plan. De la façon dont quelqu'un qui a travaillé assez longtemps aux côtés d'une personne pour comprendre les schémas remarque parfois, sans pouvoir l'expliquer exactement, que quelque chose va dans la mauvaise direction et garde tranquillement une trace, comme les personnes prudentes le font. La clé contenait 4 mois de mets internes, correspondance entre Jason et Adrien, anomalie de planification. Un échange qui semblait anodin jusqu'à ce qu'on le lise dans le contexte des autres, alors il ressemblait à une répétition. Ce n'était pas assez. Les emails montraient l'intention. Ils ne prouvaient pas la manipulation financière. Ils ne pouvaient pas à eux seuls annuler les chiffres falsifiés. Tu as besoin de quelqu'un qui lit les bilans comme les détectives lisent les scènes de crime, dit Gisèle. Pas un avocat. Un auditeur judiciaire. Evelyn resta un moment avec cette idée. Cette nuit-là, après le départ de Gisèle, elle resta allongée dans le noir, les mains sur la courbe de son ventre, et pensa au mot héritage. Elle pensa au document de 47 pages. Elle pensa à la formule « circonstances de santé ». Elle pensa au fait que quelque part dans ses serveurs, dans ses rapports trimestriels ajustés, se trouvaient les chiffres originaux. Et les chiffres originaux ne disparaissent pas. Ils laissent des traces. Ils laissent les marques fines et indélébiles de ce qu'ils étaient autrefois. Elle se redressa. Elle ouvrit son ordinateur personnel. Elle tapa 3 mots dans la barre de recherche « auditeur financier judiciaire ». Le premier résultat qui combinait qualification professionnelle et statut indépendant était un cabinet appelé Shaw et Associés. La description disait « astérisque comptabilité judiciaire indépendante et soutien en contentieux financier. Spécialisation, fraude sur capitaux propres, documents falsifiés du conseil et litiges entre actionnaires minoritaires, astérisque note 4,9 sur 5. 22 avis vérifiés. » Elle fixa l'écran un long moment. Puis elle cliqua et commença à écrire. Dominique Shaw avait 35 ans et dirigeait son cabinet au 3e étage d'un immeuble de bureaux sans grands panneaux et sans hall de réception digne de ce nom. L'espace lui convenait. Il ne construisait pas une marque. Il construisait un dossier affaire par affaire, chiffre par chiffre, la longue et lente accumulation de travail correctement effectué. Un mardi après-midi, il était assis derrière un bureau flanqué de 6 moniteurs, chacun affichant un tableau ou une requête de base de données différentes, entouré de 3 tasses de café à différents stades de refroidissement. Il n'avait pas déjeuné. Il en était conscient comme on est conscient d'un bruit dans une autre pièce en présent, noté, pas encore traité. Son assistante frappa à 15 heures précises et dit « Il est 3 heures, Monsieur Shaw. » Il leva les yeux de l'écran. Il se leva sans hésitation, sans demander 5 minutes de plus, sans la négociation rituelle que la plupart des gens font lorsqu'on interrompt leur concentration. Il éteignit 2 des 6 moniteurs, prit sa veste sur le dossier de la chaise et fut à la porte en moins de 45 secondes. Son assistante travaillait avec lui depuis 3 ans. Pendant tout ce temps,
Elle ne l'avait jamais vu demander plus de temps à 15 heures. Quoi qu'il se passe sur ces écrans, quel que soit la chiffre qu'il poursuivait à 15 heures, le chiffre attendait. Tout le reste attendait. L'école était à 12 minutes du bureau par l'itinéraire qu'il prenait toujours. Il arriva 5 minutes en avance, ce qui était également toujours le cas. Arya Chant avait 7 ans. Elle portait ses cheveux en 2 petites couettes jamais tout à fait symétriques, un sac à dos qui pesait au moins un tiers de son poids total, et était systématiquement la dernière élève à sortir de sa classe parce qu'elle avait inévitablement une dernière question pour la maîtresse avant de considérer la journée scolaire terminée. Elle franchit les doubles portes en tenant une feuille de papier à dessin des 2 mains, la protégeant avec la gravité de quelqu'un qui transporte un document d'importance. « Bah !» dit-elle, puis se corrigea, car son père lui rappelait doucement depuis 2 ans qu'elle pouvait dire « papa » dehors si elle voulait, bien qu'il n'insistât jamais. « Papa, je nous ai dessiné. C'est toi au travail. Je t'ai donné beaucoup de papier parce que tu as toujours beaucoup de papier. » Il prit le dessin et le regarda. La figure qui le représentait avait les cheveux presque verticaux et tenait une seule feuille de papier presque aussi grande que la figure elle-même. La figure qui représentait Arya se tenait à côté, un peu plus petite, avec ce qui semblait être un très grand sourire. Il le plia soigneusement et le mit dans la poche poitrine de sa veste. Il y avait 23 dessins dans cette poche quand l'automne arriva. Il ne les laissait jamais au bureau. Sur le trajet du retour, Arya s'endormit quelque part vers le 2e feu rouge, la joue appuyée contre la vitre. Dominique conduisit dans le silence. Sa femme Claire était morte 5 ans plus tôt. Un accident de voiture un mercredi matin de février, le genre d'événement qui arrive sans avertissement et sans langage adéquat pour son après. Arya avait 2 ans. Elle ne se souvenait pas de sa mère de manière concrète. Pourtant elle disait parfois des choses qui suggéraient qu'elle avait absorbé une forme essentielle d'elle ou une chaleur, une façon de poser des questions qui supposaient que le monde répondrait. Dominique ne s'était pas remarié, non parce qu'il avait fermé cette porte de manière délibérée. Mais dans les années qui suivirent immédiatement la mort de Claire, chaque unité d'énergie disponible avait été dirigée vers un seul but, s'assurer qu'Arya grandisse sans cette qualité spécifique d'absence qu'il craignait le plus. Celle qu'un enfant ressent non dans les grands moments, mais dans les ordinaires après-midi de mardi. Et quelque part dans la discipline de cet effort, cela était simplement devenu la forme de sa vie. Le travail, le ramassage à 15 heures, les dessins dans la poche poitrine, les trajets silencieux vers la maison. Il comprenait au niveau cellulaire ce que cela coûtait de perdre quelque chose que l'on avait construit avec sa vie. Il le comprenait d'une manière qui ne s'apprend ni dans un manuel ni dans un dossier. Et à cause de cette compréhension, il n'avait jamais remis en question un client qui luttait pour conserver quelque chose qui lui importait, même quand le combat semblait de l'extérieur impossible à gagner. Il lisait ses emails ce soir-là quand il le trouva. L'objet disait « Astérisque affaire potentielle, fraude sur capitaux propres Nexom SA astérisque ». Il le lut une fois, puis une deuxième. L'email n'était pas émotionnel. Il ne contenait pas d'appel à la sympathie ni de longue histoire personnelle. Il contenait une description précise de la situation, une articulation exacte de ce que l'auteur croyait avoir été fait et comment, et 3 questions techniques ciblées sur la méthodologie judiciaire. L'auteur comprenait clairement les structures financières. Elle ne lui demandait pas d'expliquer le processus. Elle demandait si le processus pouvait produire ce dont elle avait besoin. Il reconnut la qualité de pensée dans ces 3 questions. C'était la pensée de quelqu'un qui avait déjà fait l'analyse préliminaire elle-même et était arrivé à un mur nécessitant un outil spécifique pour le franchir. Il tapa une réponse, astérisque mercredi 9 heures. Mon bureau. Apportez tout ce que vous avez, astérisque il l'envoya. Puis il retourna au tableau qui était encore ouvert sur l'écran central. Il ne savait pas qui était Evelyne Prix. Il ne savait pas ce que l'affaire exigerait ni où elle le mènerait finalement. Il savait une chose, les chiffres dans un rapport falsifié se trahissent toujours eux-mêmes. Quelqu'un qui savait écouter pouvait les entendre. Elle arriva le mercredi dans un long manteau qu'elle portait boutonné malgré le temps doux. Elle posa une clé USB, un dossier imprimé et le document relié bleu foncé sur son bureau. Avant même d'avoir fini de s'asseoir, Dominique lui serra la main. Il ne regarda pas le manteau. Il ne demanda rien sur sa santé ou ses circonstances, seulement si elle préférait du café ou de l'eau. Quand elle dit de l'eau, il la lui apporta. Il ouvrit le document bleu foncé. Il tourna les 3 premières pages en silence, lisant avec cette qualité d'attention spécifique qui ne produit aucun bruit extérieur, aucun commentaire, aucun son réactif. À la page 12, il s'arrêta. Ce tableau a été ajusté, dit-il. Ce n'était pas une question. Je sais, dit Evelyne.
Qui l'a fait? Adrien Cole, le directeur financier. Mais je ne peux pas le prouver. Il leva les yeux de la page. Pas encore. Il expliqua comment il procéderait sans simplification, sans hâte. Il exposa la méthodologie en 3 couches distinctes, analyse de cohérence interne au sein du document lui-même, recoupement avec des registres financiers déposés extérieurement et existant indépendamment de la version du conseil, et forensique des métadonnées des fichiers numériques, date de modification, identifiants utilisateurs, adresse IP. Chaque couche s'appuyait sur la précédente. Chaque couche rétrécissait le champ jusqu'à ce qu'il ne reste plus une allégation mais un fait documenté. Evelyne suivit chaque mot sans lui demander de répéter quoi que ce soit ni de ralentir. Elle posa 2 questions de clarification précises, qui démontraient toutes 2 qu'elle avait déjà réfléchi aux implications de chaque couche avant qu'il les décrive. C'était la première fois depuis plusieurs semaines qu'il avait le sentiment de travailler aux côtés de quelqu'un plutôt que pour quelqu'un. Après 4 heures, il le trouva, une divergence dans les chiffres d'affaires du 3e trimestre. Le montant dans le rapport du Conseil était 2,3 millions d'euros supérieur au même chiffre du trimestre dans la déclaration fiscale publique correspondante, vérifiée extérieurement et créée par une équipe différente sous un cadre de conformité différent. Ce n'était pas une erreur d'arrondi. Ce n'était pas une ambiguïté. C'était un chiffre placé intentionnellement dans un document qui ne devait être lu que par des personnes qui n'étaient pas censées le recouper. Evelyne fixa l'écran. Ses mains se crispèrent sur le bord du bureau. C'est la surface, dit Dominique. S'ils l'ont fait au 3e trimestre, ils l'ont fait avant. Combien de temps pour obtenir le tableau complet? 2 semaines. Si vous pouvez me donner accès au fichier brut de comptabilité interne. Je n'ai plus d'accès. Il marqua une pause d'un battement. Jazel en a. À 16 heures, son téléphone s'alluma avec le nom de l'école d'Aria. Il se leva immédiatement. 20 minutes, dit-il, déjà en mouvement vers sa veste. Evelyne hocha la tête. Elle le regarda partir, la façon dont il se déplaçait, la complétude de la transition, l'absence d'excuses. Quand il fut parti, elle s'assit seule dans le bureau pour la première fois. Les 6 moniteurs ronronnaient doucement. Sur le tableau en liège près de la fenêtre, un dessin au crayon était épinglé en haut avec une seule punaise. Une figure aux cheveux verticaux et un énorme papier, à côté d'une figure plus petite avec un sourire énorme. Elle posa la main sur son ventre. Le bébé tourna lentement, un long mouvement roulant, sans hâte. Elle regardait encore le dessin quand elle entendit la porte. Aria entra d'abord parce qu'elle entrait toujours en premier, avec les restes d'une barre glacée et une conversation sur quelque chose qui s'était passé au déjeuner. Elle s'arrêta en voyant Evelyne, évalua la situation avec la calme assurance d'une personne qui n'a jamais appris que les adultes ne méritent pas non plus d'être examinés, et demanda directement « Ton ventre est vraiment gros. Il y a un bébé dedans ?» « Oui, » dit Evelyne. « Le bébé dort probablement. Moi aussi je m'endors toujours quand je reste assise longtemps. » Dominique prononça son nom une fois doucement. Aria redirigea son attention vers la glace. Evelyne regarda l'enfant, puis l'homme debout dans l'embrasure de la porte, sa veste encore à moitié enfilée, qui observait sa fille avec cette expression particulière d'un parent qui corrige en même temps qu'il s'émerveille silencieusement de la personne qui l'élève. Pour la première fois depuis qu'elle avait signé ce papier, elle sourit. C'était petit, mais c'était vrai. Ils retournèrent au travail. Le plan était fixé. Jazel utiliserait son accès restant pour extraire les exports bruts de comptabilité avant que cet accès ne soit supprimé. Dominique auditerait en remontant. 2 semaines. Le 9e jour du plan de 2 semaines, Jazel avait extrait le 3e lot de fichiers de comptabilité quand le système de sécurité automatisé signala son activité. L'email fut immédiat, * motif d'accès inhabituel détecté, activité du compte enregistré pour examen, * elle supprima la notification. Elle savait que cela n'avait pas d'importance. Le lendemain matin, sa carte d'accès n'ouvrait plus la porte du 12e étage. Avant midi, une lettre de l'équipe juridique de Nexom SA arriva à l'appartement d'Evelyne. Elle citait les clauses de confidentialité et de non-ingérence de la convention de rupture. Elle alléguait qu'elle avait violé ces clauses par la collecte non autorisée de documents internes. Elle lui demandait de cesser immédiatement toutes ses activités et de conserver tous les matériaux pour un éventuel examen judiciaire. 2 heures plus tard, un journaliste financier lui envoya un message texte lui demandant si elle commenterait des rumeurs d'une enquête personnelle liée à son départ. Jason diffusait des informations en fragments contrôlés. Il n'avait pas besoin d'un tribunal. Il avait besoin d'un titre avec un point d'interrogation.
Il avait besoin de doutes distribués assez tôt pour neutraliser ce qui arrivait avant qu'il n'arrive. Le même après-midi, une plainte anonyme fut déposée auprès de la Commission nationale des auditeurs indépendants. La plainte alléguait que Dominic Shaw avait accepté une mission professionnelle avec un conflit d'intérêts matériels lié à l'affaire Nexom SA. C'était un travail propre. Si la plainte prenait, la licence de Dominic pouvait être suspendue en attendant l'examen. Ses conclusions, aussi approfondies soient-elles, seraient irrecevables dans toute procédure formelle tant que l'enquête serait ouverte. Il lut la notification l'après-midi. Il resta un moment avec. Il la posa. Il finit la tasse de café devant lui et retourna à l'écran. Son assistante frappa et demanda avec une inquiétude sincère s'il voulait suspendre la mission. Pas avant que ce soit terminé, dit-il. Cette nuit-là, Evelyn l'appela à 23 heures. Je ne peux pas vous laisser continuer, dit-elle. Arya a besoin de vous ici. Si votre licence est suspendue à cause de cela. Il y eut un silence à l'autre bout. Pas le silence de quelqu'un qui prépare un discours, mais le silence de quelqu'un qui se demande s'il doit dire quelque chose de vrai. Evelyn, dit-il, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi j'ai accepté cette affaire? Parce que je vous paie. Ce n'est pas pour ça. Elle attendit. Je l'ai accepté parce que ce rapport de 47 pages était conçu pour abattre quelqu'un avant qu'il puisse parler, avant qu'il puisse se défendre. J'ai déjà vu ce genre de document. Je sais exactement ce qu'il faut pour en construire un. Et je sais exactement ce que cela signifie quand quelqu'un passe autant de temps à en construire un. Sa voix était égale et simple. Je suis bon dans ce domaine, et je ne vais pas arrêter parce que quelqu'un a déposé une plainte qu'il savait ne pas tenir. Elle ne répondit pas immédiatement. Dormez un peu, dit-il. Il y a encore du travail demain. Le lendemain matin, Dominic prépara le petit déjeuner d'Arya et l'aida à trouver la chaussure qui avait mystérieusement fini sous le canapé. Il attachait le deuxième lacet quand elle le regarda directement et dit « Tu es heureux aujourd'hui, papa ?» « Oui, » dit-il. Elle étudia son visage avec cette précision dérangeante que les enfants de 7 ans montrent parfois. « Tes yeux n'ont pas l'air heureux. » Il se rassit sur ses talons et regarda sa fille. Il y eut un long moment pendant lequel il envisagea diverses versions de ce qu'un parent est censé dire dans cette situation. Puis il dit « Je fais quelque chose de difficile en ce moment, mais je sais que c'est la bonne chose à faire. » Arya y réfléchit avec un sérieux visible. « Alors continue juste à le faire, » dit-elle et alla chercher son sac à dos. Il resta accroupi près du canapé encore une seconde, seul dans la cuisine. Il pensa, c'est exactement ça. C'est toute la réponse. Jour 13, 2 heures du matin. Dominic appela Evelyn. Je l'ai, dit-il. 6 trimestres de données financières ajustées, pas 1 ou 2 à 6 périodes de reporting consécutives, chacune contenant la même catégorie de manipulation, exécutée par la même méthode au même stade du cycle de reporting. Les modifications avaient été appliquées aux chiffres de reconnaissance des revenus de manière à produire une image gonflée de la performance opérationnelle. Le surplus faux cumulé sur ces 6 trimestres s'élevait à 11,4 millions d'euros. Les empreintes digitales numériques d'Adrien Cole étaient sur chaque fichier. Pas au sens figuré, littéralement. Nom d'utilisateur, horodatage et adresse IP dans les métadonnées de chaque document modifié. Tout renvoyait au terminal du bureau du directeur financier entre 23 heures et 2 heures du matin. Toujours la nuit précédant la distribution de ces rapports au conseil. Et puis il y avait la chaîne de mails chiffrée, stockée sur un serveur de sauvegarde qui n'avait pas été effacé parce que personne n'avait pensé à l'effacer. Peut-être parce que personne n'avait imaginé que quelqu'un regarderait là. Dominic avait regardé. Il regardait toujours partout. La chaîne montrait une série d'approbations en pas d'instructions explicites, pas d'ordre écrit disant « falsifie ces chiffres ». C'était plus chirurgical. Des résumés transférés, des réponses consistant en un seul mot ou une brève affirmation envoyée depuis une adresse IP enregistrée à un bureau privé ou le bureau privé de Jason Mercier. Et la pièce finale, un dépôt public datant de 3 ans montrant que Jason Mercier détenait 12% des parts dans le groupe Crestford, l'entreprise qui avait proposé la fusion qu'Evelyn avait refusée. La fusion qui aurait fait valoir la participation de Jason à environ 40 millions d'euros. Ils ont construit ça 6 mois avant votre grossesse, dit Dominic. Evelyn resta silencieuse sur la ligne. Ils ont commencé quand vous avez refusé l'affaire Crestford. Il continua. La grossesse leur a donné une narration commode, mais la motivation était financière dès le début. Elle expira lentement. Jason voulait cette fusion. Jason allait gagner 40 millions d'euros avec cette fusion. Elle était l'obstacle. Un autre silence.
L'Assemblée générale annuelle est dans 36 heures, dit-elle. Je sais. Elle détenait toujours 31% des parts de l'entreprise. La convention de rupture avait racheté son titre de directrice générale, son accès, sa voix à l'intérieur du bâtiment, mais pas ses actions. Selon la charte de l'entreprise, section 14, paragraphe 3, tout actionnaire détenant plus de 25% des actions émises pouvait soumettre une motion pour inclusion à l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle, pourvu que la soumission soit reçue au moins 48 heures avant l'heure prévue. Elle avait soumis la motion 36 heures plus tôt. Le plan, apparaître à l'Assemblée générale annuelle en tant que plus grand actionnaire individuel de l'entreprise. Demander la parole. Présenter le rapport d'audit judiciaire. Proposer d'invalider la résolution du Conseil qui avait transféré l'autorité exécutive. Proposer d'ouvrir une enquête indépendante sur les registres financiers ajustés. Le risque, Jason tenterait de bloquer la procédure par des objections procédurales. La presse serait dans le couloir et Evelyn se tiendrait devant une salle de conseil enceinte de 8 mois sans titre officiel face à un homme qui avait passé la majeure partie d'une année à se préparer exactement à ce scénario. Dominique demanda si elle pouvait le faire. Elle dit, « J'ai construit cette entreprise à partir de rien. Je peux le faire. » Jeudi matin, 8h45, Evelyn se tenait sur le trottoir devant la tour Nexom SA. Le bâtiment de verre et d'acier captait la lumière du matin d'une manière qui le faisait paraître presque neutre, comme s'il n'avait pas de mémoire, pas de loyauté, pas de trace de la femme qui avait choisi son adresse, signé son bail et lui avait donné son nom. Jazel se tenait à sa gauche. Dominique se tenait un pas derrière et à sa droite, exactement un pas. C'était la bonne distance. Il comprenait instinctivement que c'était son moment et que son rôle était de porter ce dont elle avait besoin, pas de diriger. « Ça va ?» demanda Jazel doucement. « Demande-moi plus tard, » dit Evelyn. Elle franchit les portes. La suite de conférences du 22e étage contenait environ 200 personnes, investisseurs institutionnels, membres du conseil, analystes, 2 journalistes financiers qui avaient obtenu l'accès en tant qu'observateurs de presse. L'air était ce type spécifique contrôlé et recirculé que produisent toujours les grandes salles formelles, à température gérée, légèrement trop frais, sans sons extérieurs. Jason Mercier était assis en tête de la table présidente. Il la vit au moment où elle entra. Son expression traversa quelque chose pendant une seconde, une fraction, avant de se recomposer en calme. Il avait préparé de nombreux résultats. Il n'avait clairement pas complètement préparé celui-ci. « Evelyn, » dit-il d'un ton calibré pour suggérer une douce surprise. « C'est l'Assemblée générale annuelle. Vous n'êtes plus affilié à. Je reste la plus grande actionnaire individuelle de cette entreprise. » Elle posa une enveloppe scellée sur la table devant lui. Et conformément à la section 14, paragraphe 3 de la charte de l'entreprise, j'ai soumis une motion pour inclusion à l'ordre du jour d'aujourd'hui il y a 48 heures. La motion a été reçue et horodatée par le secrétariat de l'entreprise à 9h17 il y a 2 matins. J'ai la confirmation. Elle posa une seconde feuille à côté de l'enveloppe. La salle devint silencieuse de cette façon spécifique dont les salles deviennent silencieuses quand personne n'est certain de ce qui va se passer ensuite. Le conseil juridique de Jason se leva et commença une objection procédurale fondée sur les termes de la convention de rupture. L'objection était préparée. Elle était soigneusement construite. Elle passa par 3 arguments distincts en environ 90 secondes. Quand il eut terminé, Evelyn répondit aux 3 dans l'ordre. Elle ne haussa pas la voix. Elle n'accéléra pas son débit. Elle répondit à chaque point directement, citant la section pertinente de la charte ou la clause applicable du droit des valeurs mobilières. Et quand elle eut terminé, elle dit, « La convention de rupture restreint mon rôle opérationnel. Elle ne restreint pas mes droits en tant qu'actionnaire. Ce ne sont pas la même chose. » La porte de la suite de conférence s'ouvrit. Dominique Champ entra, costume sombre, le dossier de documentation sous le bras gauche. Il s'arrêta à l'intérieur de la salle et s'adressa au groupe réuni. « À mon nom est Dominique Champ. Je détiens le numéro de certification FFA 4471 de la Commission nationale des auditeurs indépendants. À la demande de la plus grande actionnaire individuelle de cette entreprise, j'ai effectué un examen judiciaire de la reporting financier de Nexom SA au cours des 6 derniers trimestres. Je suis prêt à présenter mes conclusions au Conseil et à tout actionnaire qui le demandera. » Le représentant du groupe Arbizon, un fonds d'investissement qui détenait 18% des actions émises de Nexom SA, ce qui en faisait le 2e plus grand actionnaire dans la salle, leva la main. « J'aimerais entendre les conclusions. » 2 autres mains suivirent. Puis une 4e. Jason ne dit rien.
Dominique se connecta au système de présentation et commença. Il n'utilisa pas de langage émotionnel. Il n'allégua pas, n'accusa pas, n'interpréta pas. Il présenta des données. La première diapositive montrait 2 colonnes, le chiffre d'affaires du 3e trimestre du rapport du Conseil et le même chiffre du trimestre dans la déclaration fiscale correspondante. L'écart entre eux était de 2,3 millions d'euros. Une seule ligne horizontale reliait les 2 chiffres. Il laissa la salle lire pendant 5 secondes complètes sans commentaire. La deuxième diapositive montrait la même analyse sur 6 trimestres consécutifs. La forme de la manipulation devint visible dès que les données furent organisées chronologiquement. Une distorsion ascendante constante dans les chiffres destinés au conseil trimestre après trimestre régulière, méthodique et invisible pour quiconque n'avait accès qu'à l'un des 2 ensembles de données. La troisième diapositive montrait les métadonnées en nom d'utilisateur, horodatage, adresse IP répétée 6 fois sur 6 trimestres avec la précision de quelque chose exécuté selon une routine. La quatrième diapositive montrait la chaîne de mai à date masquée pour la présentation initiale, contenu visible, résumé transféré, approbation d'un seul mot, une chaîne de prise de conscience explicite documentée numériquement, stockée sur un serveur qui n'avait pas été effacé. La cinquième diapositive montrait la divulgation publique de participation datant de 3 ans, le nom de Jason Mercier, le groupe Crestford, 12%, la valeur approximative de cette participation si la fusion proposée avait été conclue. Adrien Cole se leva et dit que c'était fabriqué. Le représentant du groupe Arbizon dit sans hausser la voix, « Monsieur Cole, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Un membre du conseil, l'un des 3 qui avait assisté à la réunion privée d'octobre et qui était resté silencieux depuis l'entrée d'Evelyne, posa la copie du rapport qu'il examinait. Il regarda de l'autre côté de la table Jason et dit, « Jason, j'ai besoin que vous expliquiez la diapositive 4. » Jason regarda Evelyne pour la première fois pendant toute la procédure. Pour la première fois, peut-être depuis très longtemps, il la regarda sans rien d'autre derrière le regard. Aucune stratégie, aucune performance, aucun calcul sur l'impression qu'il gérait. Elle le regarda calmement en retour. Le pouvoir ne se dissout pas toujours dans un moment dramatique. Parfois il se dissout dans un silence. Ce silence particulier d'une salle pleine de gens qui réalisent un par un qu'on leur a donné une version des événements construite pour eux plutôt que rapportée à eux. C'était le silence qui remplit le 22e étage. Le représentant de Arbizon assuma la présidence temporaire des débats et appela au vote. La résolution pour suspendre le transfert d'autorité exécutive par le Conseil fut mise aux voix. Elle passa par 7 voix contre 2. La résolution pour ouvrir une enquête indépendante sur les pratiques de reporting financier de l'entreprise au cours des 6 trimestres précédents fut mise aux voix. Elle passa par 8 voix contre 1. La résolution pour nommer un directeur général intérimaire pendant la période d'enquête, avec Evelyne Prix proposée, fut mise aux voix. Elle passa par 6 voix contre 3. Adrien Cole quitta la salle avant que le 4e vote ne soit appelé. Il ne regarda personne en sortant. Jason Mercier resta assis sur sa chaise et regarda la table. La salle se fractura en mouvement. Avocats, investisseurs et conseillers se déplaçant en groupe les uns vers les autres, voix se chevauchant, téléphones sortant des poches de veste. Jazel traversa la salle et serra Evelyne sans un mot. Ce fut un long moment. Dans le coin, Dominique fermait son dossier de documentation, alignant les pages, aplatissant la couverture. Il travaillait avec la même absence de cérémonie avec laquelle il avait commencé, comme si le résultat était simplement la conséquence naturelle de la méthode, et que la méthode avait simplement été appliquée correctement. Evelyne traversa la salle jusqu'à lui. « Merci, dit-elle. J'ai lu les chiffres. »« Oh non. Tu es resté quand je t'ai dit de partir. » Il ne répondit pas immédiatement. Il regarda par la fenêtre la lumière du matin sur la ville, qui était ordinaire et sans hâte et complètement indifférente à ce qui venait de se passer dans cette salle. Aria m'a demandé hier soir si nous avions déjà gagné. Je lui ai dit que je ne savais pas. Il marqua une pause. Maintenant je sais. L'enquête indépendante confirma chaque élément des conclusions de Dominique dans les 3 semaines suivant son ouverture. Adrien Cole démissionna de l'entreprise et commença à coopérer avec le parquet fédéral en échange d'une recommandation de peine réduite. Sa coopération incluait un récit détaillé de la méthode, du calendrier et des instructions qu'il avait reçues. Jason Mercier démissionna du conseil d'administration. La commission des opérations de bourse ouvrit une enquête formelle sur des délits d'initiés liés à ses participations dans le groupe Crestford et au timing des décisions prises en sa qualité de membre du conseil de Nexom SA.
La plainte déposée contre la licence professionnelle de Dominique fut examinée et rejetée. La commission nota dans sa décision que la plainte ne contenait aucune allégation étayée et semblait avoir été déposée sans base factuelle. Une publication économique nationale fit une couverture sur l'affaire. Le titre était direct et correct. Gisèle fut officiellement nommée directrice des opérations exécutives. Elle faisait déjà la plupart de ce travail sans le titre. Le premier jour de son retour dans le bâtiment en tant que directrice générale intérimaire, Evelyne prit l'ascenseur jusqu'au 20e étage. Le couloir était le même couloir, le même éclairage, la même moquette, le même bourdonnement particulier des systèmes du bâtiment faisant circuler l'air à travers sa structure. Elle avait parcouru ce couloir plus de 1000 fois. Elle connaissait l'endroit exact près de la deuxième série de portes où la moquette avait une légère bosse à cause de la réparation du printemps précédent. L'équipe était là. Pas tout le monde, pas les 800 entiers, mais les gens de son étage, des étages adjacents, rassemblés dans le couloir quand la nouvelle leur parvint qu'elle était arrivée. Ils n'applaudirent pas. Ils ne crièrent pas. Ils se tinrent debout, ce qui était différent. Ce genre de station debout que les gens ne chorégraphient pas et ne peuvent pas feindre. Le genre qui signifie quelque chose de spécifique sur ce qu'ils croient. Elle passa devant eux et alla directement à son bureau. Elle s'assit. Elle ouvrit son ordinateur portable. Il y avait 847 emails non lus. Elle commença par le premier. 6 semaines après l'Assemblée générale, à 3h14 du matin, Evelyne Pry mit au monde un fils. Elle le nomma Elliot Pry. Il portait son nom et seulement son nom non parce qu'il n'y avait pas d'autre histoire attachée à son début, mais parce qu'elle était son histoire. Elle était la personne qui était restée. Elle était la personne qui s'était assise dans un appartement sombre et avait ouvert un ordinateur à 2h du matin au lieu de se rendre à la version des événements qu'un autre avait écrite pour elle. Il arriva bruyant et emphatique et exactement 3,6 kilos. Et quand l'infirmière le plaça dans ses bras, Evelyne le regarda longtemps sans rien dire parce qu'il n'y avait rien qui avait besoin d'être dit à voix haute. Le bébé qui avait donné le coup le plus fort au moment où elle signait la lettre de démission était arrivé un matin de mars dans un monde où la démission avait été annulée. Et la femme qui l'avait signée était la directrice générale de l'entreprise qu'elle avait construite à partir de rien, et la justice en imparfaite, procédurale et lente comme elle l'est, avait bougé dans la bonne direction. Dominique et Aria vinrent à l'hôpital un dimanche. Aria portait un rouleau de papier à dessin qu'elle présenta à Evelyne avec la solennité appropriée à l'occasion. Elle avait dessiné un bébé dans ce qui semblait être un cercle flottant représentant, expliqua-t-elle, l'intérieur d'un ventre, avec un grand sourire et 2 yeux très ronds. Je l'ai dessiné pour le bébé avant qu'il naisse, dit-elle, mais il est sorti avant que je puisse te le donner, alors le voilà maintenant. Evelyne le déroula et le regarda attentivement. Elle remercia Aria avec cette sincérité spécifique que les enfants détectent toujours et reçoivent rarement des adultes. Dominique se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre d'hôpital. Un pas à l'intérieur. Il regardait Aria tenir Elliot avec la prudence concentrée d'un enfant qui comprend qu'il tient quelque chose d'irremplaçable. « Avez-vous déjà pensé à avoir d'autres enfants ?» demanda Evelyne. Elle ne le regardait pas quand elle le dit. « Parfois, dit-il. » Il ne la regardait pas quand il le dit. Aria avait commencé à chanter au bébé une mélodie basse, inventée, qui n'avait pas de tonalité constante et qui était entièrement la sienne. C'était la performance la moins musicale imaginable et l'une des plus sincères. La chambre était chaude et silencieuse et pleine de cette lumière particulière que les dimanches matins dans les hôpitaux ont parfois, douce, sans hâte et étrangement bienveillante. Il n'y avait rien d'autre qui avait besoin d'être dit. La chambre l'avait dit. Des semaines plus tard, un mardi soir ordinaire, Evelyne était assise à son bureau dans le bureau avec Elliot endormi dans le petit berceau qui avait été installé près de la fenêtre à l'insistance de Gisèle. Son téléphone vibra. Un message de Dominique. Astérisque Aria veut savoir quand Elliot sera assez grand pour apprendre à dessiner. Elle dit qu'elle veut lui apprendre astérisque. Evelyne regarda le message. Elle regarda son fils qui dormait avec la conviction complète de quelqu'un qui n'a jamais eu une seule chose à craindre. Elle tapa en retour. Astérisque dit à Aria qu'Elliot attend déjà astérisque. Elle posa le téléphone et retourna au document qu'elle examinait. C'était une proposition pour un nouveau partenariat, un réseau hospitalier dans le Nord-Ouest, 400 lits, contrat de 3 ans. Elle lut le premier paragraphe, puis le second. Dehors de la fenêtre, la ville déroulait son mardi ordinaire avec une indifférence totale. Toutes ses lumières, ses mouvements et ses objectifs concurrents avançaient sans cérémonie, comme les villes le font. C'était le premier message qu'Evelyne Pry avait envoyé depuis longtemps qui n'avait rien à voir avec lutter pour quelque chose.
C'était simplement quelque chose qu'elle voulait. Il existe des batailles qui semblent perdues dès l'instant où elles commencent. Non parce que la personne qui les mène est faible, mais parce que la personne en face a commencé à se préparer longtemps avant que le combat ne soit annoncé. Evelyn Pry signa ce papier non parce qu'elle s'était rendue. Elle le signa parce qu'à cet instant elle croyait se tenir seule. Mais être seule n'est pas la même chose qu'être sans option. Et demander de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse. Parfois la forme la plus claire de force est de savoir quand tendre la main à travers l'obscurité et faire confiance à quelqu'un de l'autre côté pour tendre la main en retour. Dominique Champ ne l'a pas sauvée. Il a lu les chiffres dont elle savait déjà qu'ils étaient faux et a trouvé le moyen de le prouver. La preuve était technique. Le courage était le sien. Elle s'était assise dans un appartement vide et avait ouvert un ordinateur à 2 heures du matin alors qu'elle aurait pu rester dans le noir. Ce choix silencieux, inobservé, non témoigné par quiconque en fut le moment où la bataille tourna. Pas dans la salle de conseil, pas devant 200 actionnaires, mais dans une cuisine, seule à la lumière d'un écran. Et Aria, 7 ans, avec des couettes dépareillées et un sac à dos trop grand pour son corps, avait donné aux deux la seule pièce de conseil qui comptait quand tout était difficile et incertain, et que le résultat n'était pas encore clair, continue juste à le faire. Ne confondez jamais le moment où quelqu'un tombe avec le moment où il a été vaincu. Ce ne sont pas la même chose. Ils ne l'ont jamais été.